Bonne année tout le monde, on est super content de vous retrouver, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes, nos meilleurs vœux pour 2025 et surtout la santé comme on dit. On reprend la saison avec Jonathan Rosen, le fondateur d'Etsa Patrimoine. Paul Hague comme du CGP vous donne 5 conseils pour votre marque employeur, comment attirer les meilleurs talents dans votre cabinet. En studio, on a parlé d'immobilier coté avec Serge Demirjian, le co-gérant du fonds Sofidy Sélection 1. Et en déplacement, bon, on n'y était pas vraiment parce qu'il pleuvait, on a parlé de l'union des marchés de capitaux avec Olivier Landrevi, pourquoi le projet patine et quel est l'intérêt finalement pour les investisseurs et les CGP. Tout ça, c'est dans Patrimoine Online émission 11, c'est parti. Bonjour Jonathan Rosen. Bonjour Gaëtan. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre espace de coworking. Vous êtes le fondateur d'Etsa Patrimoine. Alors dites-nous tout, Etsa Patrimoine, c'est qui, c'est quoi et c'est depuis combien de temps surtout? Alors Etsa Patrimoine, c'est un cabinet de conseil en gestion privée qui accompagne principalement les cadres dirigeants et les chefs d'entreprise que j'ai monté il y a un peu plus de 4 ans et demi maintenant. Je disais, on est dans votre espace de coworking parce que vous êtes encore un jeune conseiller indépendant. C'est quoi le principal challenge que vous avez eu à relever en vous lançant dans votre entreprise? Et alors je précise, vous n'avez pas le droit de dire que c'est le poids de la réglementation parce que tout le monde me le sort à tous les coups. Donc du coup, ça a été quoi? Il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est quand même de réussir à se constituer un portefeuille de clients intéressants. Ça, c'est quand même la première étape. Une fois qu'on a franchi ce premier palier, c'est de savoir derrière comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on organise le cabinet pour continuer de le développer en ayant quand même une croissance qui reste maîtrisée. Pour une fois, on ne parle pas de réglementation. Merci Jonathan et puis bonne année, puisque je ne vous l'ai pas encore souhaité bonne année. Meilleurs vœux et surtout la santé, comme on dit, c'est un peu d'usage. On passe aux 3 actus. Avec plaisir, meilleurs vœux également. Merci. Les 3 actus de Jonathan qu'il ne fallait pas manquer ou qu'il ne faudra pas manquer, c'est parti. Alors Jonathan, pour commencer, on fait un petit point sur les marchés financiers, comment ils ont terminé 2024, comment ils abordent 2025. On commence avec quoi Jonathan? Les marchés 2024, toutes classes d'actifs confondues, se sont quand même, j'ai envie de dire, plutôt bien comportés malgré la volatilité et toutes les variables qu'on a pu avoir durant l'année, que ce soit d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue politique, d'un point de vue politique monétaire. Ça s'est quand même plutôt bien comporté avec des rendements pour les différentes classes d'actifs qui sont assez variables, avec notamment les marchés financiers qui, dans les grandes masses, ont permis de générer des rendements pour les clients, on va dire entre 10 et 20%. Je pense à 20% pour les plus gros indices boursiers, notamment américains, tirés par les grandes valeurs technologiques. Sur le S&P 500, le Nasdaq, effectivement, on est plutôt sur des chiffres assez intéressants. Assez intéressants, ce qui est moins le cas pour l'Europe. Quand on prend typiquement l'Eurostock 50, on est un peu moins de 10%. Et, plus 7,7% très précisément. Voilà, et après par contre, malheureusement, force est de constater que le mauvais élève, c'est la France, avec le CAC 40. Encore nous, on est à quasiment à moins 4%. Ouais, donc c'est un peu plus compliqué. Bon, ça s'explique de différentes manières. Une instabilité politique quand même très forte. La note de la France qui a été dégradée par Moody's. Et en parallèle de ça, on a effectivement les grosses capitalisations boursières françaises du CAC 40, notamment dans le secteur du luxe, qui ont été pas mal chahutées et qui tirent l'ensemble du CAC vers le bas. Donc ça, c'est pour les actions. Si on regarde les autres classes d'actifs, notamment obligations, immobilier, quel bilan vous dressez? Obligations, du fait de la politique monétaire qui a été mise en place avec des baisses successives orchestrées par la BCE qui ont été présentes, certes, mais mine de rien, on reste à des niveaux qui sont relativement élevés par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Le marché obligataire s'en sort encore une fois plutôt bien cette année, avec des rendements eu égard à un risque quand même relativement faible, qui reste assez attractif pour les clients. Et sur la pierre? Et sur la pierre, c'est un peu différent. On note deux éléments un peu antinomiques. C'est que d'un côté, on a le prix de l'immobilier qui a baissé du fait de ces taux qui étaient relativement élevés, encore élevés il y a quelques mois et qui, malgré les baisses, restent encore à des niveaux visiblement encore trop élevés pour les investisseurs. Donc le prix de l'immobilier qui baisse, mais en parallèle de ça, on a un marché de la transaction qui est resté encore un peu tendu et en tout cas qui est moins reparti que ce qu'on l'imaginait ou que ce qu'on l'espérait. Je sais que vous aimez bien le private equity également.
C'est vrai. Si je ne me trompe pas, l'année dernière, les sorties ont fortement augmenté, 902 milliards de dollars qui ont été rendus aux investisseurs en 2024. C'était une hausse de 20%. On voit que le marché commence un peu à se détendre. Ça avait été une des inquiétudes pendant très longtemps. C'était la capacité des gérants à faire remonter du cash à leurs investisseurs. Alors là-dedans, c'est essentiellement les États-Unis, comme d'habitude, sur les 902 milliards de dollars, 417 quand même aux États-Unis. Vous êtes pareil, plutôt positif sur le private equity pour 2025 ? Positif sur le private equity en 2024, en 2025 aussi, puisque on va en parler peut-être aussi tout à l'heure, mais les taux effectivement sont ce qu'ils sont. On a une augmentation de la prime de risque, donc mécaniquement l'attrait pour les actifs réels aujourd'hui, en tout cas déjà depuis 2024, et je pense que ça va être dans la même veine sur 2025, vont continuer de grandir, que ce soit au travers de club deal, que ce soit au travers de l'infrastructure, mais aussi auprès d'actifs réels. Et on parle d'économie réelle et donc on parle de private equity. Pour la deuxième lecture, on va aux États-Unis et on se projette dans le futur au 20 janvier, l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche. Côté macro déjà, si on devait faire un point, qu'est-ce que vous voyez ? Côté macro, ce qu'on voit, c'est que force est de constater aussi encore une fois que les actions américaines ont plutôt bien accueilli cette nomination, puisqu'elles ont tout de suite réagi dans le bon sens. Et c'est notamment dû à des promesses électorales qui, on va voir si elles sont tenues ou pas, mais notamment une baisse de la fiscalité au sens large, à la fois pour les particuliers, mais aussi et surtout pour les entreprises. Donc ça, c'est quand même un point hyper positif et ça a déjà été absorbé en partie par les entreprises américaines. Maintenant, la question à se poser, c'est quelles vont être les prochaines politiques après son investiture qui vont être réellement mises en place. Et notamment, est-ce que la politique des droits de douane sur les importations va être forte ou pas? Parce que si c'est le cas, mécaniquement, ça va être répercuté sur le prix final pour le consommateur et les ménages américains vont avoir un pouvoir d'achat qui va baisser. Et mécaniquement, ça va s'en faire ressentir sur les entreprises américaines cotées aussi. On termine très rapidement avec un petit point sur l'assurance vie. L'année dernière, on commence à avoir des chiffres. L'année dernière, sur les 11 premiers mois, c'est un peu plus de 28 milliards d'euros de collecte nette. Les encours dépassent les 1900 milliards. Et on a aussi les premiers résultats des fonds euros. Alors pour l'instant, il n'y en a pas encore énormément, mais ils s'étalent entre 2,75 et 3,80%. Vous êtes plutôt satisfait de ce que vous voyez sortir, notamment au niveau des performances des fonds euros ? Compliqué de ne pas l'être quand on sort de plusieurs années où les taux étaient négatifs et donc les fonds en euros étaient assez faibles. Aujourd'hui, on a des fonds en euros qui sont quand même extrêmement intéressants pour les clients, zéro risque. On a en 2024 été chercher pour nos clients entre 4 et 5% net de frais de gestion sur le fonds en euros. C'est quand même plutôt sympa. Et puis surtout, encore beaucoup de fonds euros boostés qui ont été lancés l'année dernière. Encore beaucoup de fonds en euros boostés qui ont été lancés l'année dernière, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. En parallèle de ça, on a aussi les produits structurés à capital garanti, qui sont une véritable aubaine pour les clients, puisqu'on arrive à proposer effectivement des rémunérations sans risque, avec des rendements entre 5, 6, 7, 8%. Maintenant, est-ce que ça va durer ? C'est une autre histoire. On voit notamment pas mal de produits structurés qui ont pour sous-jacent le CMS 10, donc le taux européen à 10 ans, qui était bas encore en fin d'année 2024, qui là est en train de remonter justement à cause de ce qui se passe notamment en Allemagne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi, sur ce début d'année 2025, il va y avoir encore des belles fenêtres de tir pour les clients pour aller chercher du rendement sans risque, ou en tout cas avec un risque hyper maîtrisé. Merci Jonathan pour votre analyse. On passe à la suite. Alors Jonathan, je disais, votre cabinet est encore jeune, mais est-ce que vous pensez déjà au recrutement? Alors vous avez déjà 2 alternants, je crois. Effectivement, donc j'ai 2 alternants, un qui est là depuis quasiment 1 an et demi maintenant, un second qui nous a rejoint en toute fin d'année. Le premier devrait passer en CDI d'ici septembre. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'un des principaux challenges pour une jeune entreprise, une fois qu'on arrive entre guillemets à faire ses preuves en tant qu'indépendant réel, derrière, c'est de réussir à structurer. Réussir à structurer, ça veut dire recruter, manager. Et là, pour le coup, c'est le vrai challenge de toute entreprise, quel que soit le secteur d'ailleurs. Exactement. Recruter, vous le savez, c'est pas toujours facile, c'est parfois un peu compliqué d'attirer de nouveaux talents. Il faut savoir communiquer aussi sur son entreprise. C'est justement là-dessus que Paul Hack de Com des CGP vous donne tout de suite 5 conseils pour communiquer sur votre culture d'entreprise et attirer les meilleurs talents. Et juste après, on enchaîne avec en studio. On a parlé d'immobilier coté avec Serge Demirjian, qui est co-gérant du fonds Sofidy Sélection 1. On les écoute tout de suite et on revient. Bonjour à tous, c'est Paul de chez Com des CGP et aujourd'hui je vais vous expliquer comment valoriser votre cabinet pour attirer de nouveaux talents.
Attirer les meilleurs talents dans votre cabinet est un enjeu clé pour assurer sa croissance et sa pérennité. Mais comment vous démarquer dans un marché où la compétition est forte et que tous les cabinets rencontrent la même problématique de recrutement? Je vous donne aujourd'hui 5 actions et typologies de contenu que vous pouvez mettre en place. Première astuce, mettre en avant votre culture d'entreprise. Les talents d'aujourd'hui recherchent un lieu où ils peuvent se reconnaître et s'épanouir. Dans votre communication, valorisez vos valeurs, votre mission et l'esprit qui règne dans le cabinet. Une autre chose que vous pouvez faire avec votre communication pour attirer de nouveaux clients, c'est montrer les coulisses de votre cabinet. Et c'est notre point 2. Les candidats veulent savoir qui se cache derrière votre cabinet. En partageant des contenus qui mettent en avant votre équipe, des moments de vie interne tels que des anniversaires, des projets collaboratifs, des formations, etc., vous leur donnez une idée concrète de ce que c'est de travailler avec vous. Cela rend votre cabinet plus humain et plus accessible. 3. Donnez la parole à vos collaborateurs. Il n'y a pas de meilleur ambassadeur de votre cabinet que ceux qui y travaillent déjà. Encouragez vos collaborateurs à partager leur expérience, que ce soit à travers des témoignages vidéo, des posts sur les réseaux sociaux ou même des interviews. Les talents potentiels se projettent plus facilement lorsqu'ils voient d'autres personnes épanouies dans leur travail. Point 4. Créez des contenus inspirants et éducatifs. Montrez que votre cabinet est un lieu où l'on apprend et où l'on progresse. Partagez des articles, des vidéos, des webinaires sur des sujets liés à la gestion de patrimoine ou à votre vision du métier. 5e point, soyez présent sur les bons canaux de communication. Pour recruter efficacement, soyez présent là où les talents se trouvent. LinkedIn par exemple est un excellent levier pour toucher les professionnels en quête de nouvelles opportunités. On peut également penser à Instagram, qui est le réseau quand même favori des moins de 35 ans. C'était Paul de chez Comme des CGP. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux conseils. Bonjour Serge Demirjian. Bonjour Gaëtan. Vous êtes co-gérant du fonds Sofidy Sélection 1 qui a fêté ses 10 ans l'année dernière. Alors déjà, joyeux anniversaire. Merci. Je vous rappelle le principe. Quelques questions. Vous avez 30 secondes ou 1 minute pour y répondre. Est-ce que vous êtes prêt? Allez, c'est parti, je suis prêt. Sofidy Sélection 1 a terminé 2024 en positif, 2,63% contre moins 3,69% pour son indice de référence, l'EPRA Eurozone. Quels ont été vos moteurs de performance l'année dernière? Alors, plusieurs moteurs de performance. J'ai envie de commencer par évoquer notre exposition au data center. C'est à peu près 6% du fonds et c'est très marginal au sein de notre indice de référence. C'est une façon pour nous de jouer l'intelligence artificielle qui était le thème des marchés en 2024 de façon générale. Deuxième moteur, notre exposition à l'immobilier résidentiel secondaire. On sort des grands Vonovia, Leg Immobilienne pour aller sur des plus petites sociétés comme Grand City Properties ou Tag Immobilienne. Et on a aussi été exposé à 2 sociétés espagnoles qui ont fait l'objet d'OPA à des niveaux de valorisation bien supérieurs, Lar España et Arrima. Et enfin, on a évité des mauvaises performances sur du bureau, par exemple, Colonial et ICAD, ou encore sur la logistique, VGP, Montea ou Argan. 2,63, c'est positif, mais ça reste en dessous de la distribution des SCPI. Quelle place pour votre fonds dans l'allocation IMO des investisseurs? Alors, déjà, c'est un fonds action. Donc, comme tout fonds action, on a une performance qui est supérieure à quasiment toutes les autres classes d'actifs, même toutes les autres classes d'actifs, sur très longue période. Il y a plein d'études qui documentent ça. Donc, c'est une performance qui est satisfaisante en matière de comparaison par rapport à notre indice, mais qui est effectivement insatisfaisante en matière de performance absolue. Il y a eu un gros retour en arrière en fin d'année, puisque mi-octobre, on était à plus 15 sur le fonds et plus 10 sur l'indice. Et c'est lié à l'élection de Donald Trump qui a rebattu les cartes en matière de variation de taux d'intérêt. Les taux aux États-Unis qui ont fortement monté, ce qui a eu pour conséquence de faire baisser l'immobilier en Europe. Donc le résultat de l'année finalement est assez décevant, mais il faut mettre ça en perspective avec la volatilité des marchés actions. Sur très longue période, on est gagnant, mais à court terme, il y a des phases de volatilité. Mais c'est aussi le pendant de la liquidité d'un investissement dans un OPCVM. Nous, on peut rentrer et sortir d'une foncière cotée tous les jours et on reflète cette liquidité à nos investisseurs qui peuvent rentrer et sortir de l'OPCVM tous les jours. Si on compare les 10 premières lignes de votre fonds à celles de votre indice de référence, on remarque que 8 sont communes. Comment vous vous distinguez finalement d'un simple ETF au-delà de la pondération des valeurs ? On l'a évoqué sur la performance 2024, on a réussi quand même à se démarquer significativement de notre indice.
Et comme vous l'évoquiez, c'était le 10e anniversaire du fonds. Vous pouvez regarder aussi la performance comparée sur les 10 dernières années et on arrive à justifier notre existence. Elle est de combien justement environ sur les 10 années du fonds? Alors sur la part P, donc après frais de gestion, sur 10 ans, on est à 55% de progression, là où l'indice a fait environ 35%, donc il y a une nette surperformance sur la période. Et peut-être pour finir de répondre, effectivement, on est présent dans ces 8 sociétés, mais on est par exemple totalement absent de 16 sociétés sur les 39 composant l'indice. Et on a quasiment 18% de notre fonds qui est investi dans les sociétés qui ne sont pas dans l'indice de référence. Le 16 décembre dernier, vous informiez vos investisseurs de votre renoncement au label ISR suite à l'entrée en vigueur de sa 3e version, en cause notamment la restriction de l'univers d'investissement qu'elle induirait. Qu'est-ce qui change concrètement en matière de gestion ? En fait, si vous me permettez, je vais reformuler. En fait, ce qui aurait changé, c'est si on avait maintenu le label ISR, puisque dans sa nouvelle version, il était particulièrement plus contraignant. Et on est arrivé à la conclusion qu'il n'était plus adapté pour une gestion thématique comme la nôtre, puisque effectivement ça réduisait l'univers d'investissement et en plus ça apportait un biais qui dirigeait vers les plus grandes capitalisations au détriment des plus petites, ce qui avait pour conséquence de nous conduire à faire des choix qui étaient uniquement orientés sur l'amélioration de la notation ISR, parfois au détriment de la performance financière, et on n'était pas prêt à aller dans ce sens-là, dans l'intérêt de nos porteurs. Pour terminer, comme le veut la tradition, bonne année, Serge Demirjian, mes meilleurs vœux pour 2025. Merci. Justement, pour cette année, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous prévoyez? En d'autres termes, quelles sont vos convictions et votre feuille de route, au moins pour les premiers mois? Merci de vos vœux. J'ai à mon tour de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2025. On a toujours ce point de départ très attractif en matière de valorisation. Vous savez que les foncières font expertiser leur patrimoine 2 fois par an, et ce qui nous donne ces fameux actifs nets réévalués, donc la valeur de la somme de tous les actifs immobiliers moins les dettes. Et aujourd'hui, les cours de bourse sont près de 30% inférieurs aux actifs nets réévalués, ce qui est un point de départ très attractif. Deuxième élément, si on est dans un scénario de ralentissement économique en Europe, l'immobilier en relatif fait mieux que les autres secteurs puisque l'essentiel de son revenu est protégé par l'existence du bail commercial. Et enfin, si on est dans une perspective de baisse des taux d'intérêt, ce qui est le cas, en tout cas c'est ce qui est anticipé par les marchés, 4 nouvelles baisses des taux directeurs attendues en 2025, c'est autant d'éléments qui sont favorables à la valorisation de l'actif immobilier et donc de l'immobilier en bourse. Et comment se traduit cet optimisme dans votre stratégie d'investissement? En d'autres termes, sur quelle classe d'actifs vous allez privilégier et éventuellement quelle zone géographique? Alors, déjà, premier point, c'est que comme on est convaincu que ce rebond va se matérialiser, on est très investi. Donc, on a, vous savez, la capacité d'avoir de la liquidité dans notre fonds. Et à des moments, on augmente la part de la liquidité. Là, aujourd'hui, elle est plutôt faible, donc on croit à ce rebond. On est forcément présent dans les actifs les plus sensibles à la baisse des taux d'intérêt. Donc on a une présence sur l'immobilier résidentiel, par exemple. Mais notre conviction, ça reste sur l'immobilier alternatif, tout ce qui est les secteurs non traditionnels de l'immobilier, dans lequel on va trouver justement le fameux pricing power, la capacité d'augmenter le loyer à la fin du bail. On a parlé des data centers, la logistique aussi fait partie des actifs avec du pricing power, même si on s'oriente plus sur de la logistique en Europe de l'Est. C'est un peu ce qui vient s'ajouter à nos choix sectoriels, ce qui est nouveau, cette distinction géographique avec des dynamiques économiques très différentes aujourd'hui, beaucoup plus différentes que par le passé en Europe. Une Europe de l'Est qui reste très dynamique, donc on joue ça par rapport à cet acteur de la logistique des grands entrepôts d'Europe de l'Est qui est CTP que j'évoquais tout à l'heure, mais on est aussi convaincu par des sociétés espagnoles qui continuent d'avoir des dynamiques assez importantes. L'Allemagne aussi, ça fait partie des zones qu'on va avoir tendance à privilégier. Vous savez qu'il va y avoir de nouvelles élections en Allemagne en février 2025 et il n'est pas impossible que le nouveau gouvernement lâche la bride du déficit, ce qui va permettre à l'économie allemande de faire mieux que les autres. Et l'économie allemande peut se le permettre puisqu'elle est beaucoup moins endettée que les autres pays de l'Union européenne. Merci Serge Demirjian. Merci de m'avoir accueilli. Jonathan, je crois que vous n'êtes pas spécialement positionné sur l'immobilier coté. Oui, effectivement, on propose plutôt à nos clients de l'immobilier type SCPI, type Club Deal Immobilier,
type immobilier en direct. On préfère parce qu'on pense que c'est plus pertinent pour le client. Ça peut nous permettre de beaucoup plus matcher avec le cahier des charges du client, avec notamment de la SCPI en démembrement par exemple, l'effet de levier du crédit pardon, qu'on peut avoir à la fois sur de l'immobilier direct, à la fois sur de la SCPI. Et puis des performances typiquement sur Club Deal où effectivement on investit via fonds propres, mais qui sont effectivement peut-être avec une prise de risque un peu plus importante, mais des rendements qui n'ont strictement rien à voir avec une foncière cotée. Merci pour cette explication très claire. On passe à la suite. J'ai une question qui n'a absolument rien à voir. Vous étiez où il y a 10 ans, Jonathan? J'étais où il y a 10 ans? On est en 2025. J'étais en banque privée, au LCL. Vous avez fait un petit bout de chemin, du coup, depuis le temps. La question n'a rien à voir parce qu'en 2014, mais c'est vrai qu'en 2014, l'Union européenne lance le chantier de son union des marchés des capitaux. 10 ans après, où on en est? On fait le point avec Olivier Landrevi. Il y a 10 ans, l'Union européenne donnait le top départ de son projet d'union des marchés de capitaux. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le projet patine encore. Pourquoi? On en parle avec Olivier Landrevi, fondateur du site Money Smart et enseignant à HEC. Bonjour Olivier Landrevi. Bonjour Gaëtan. Vous êtes très actif sur les sujets d'investissement financier. Vous les connaissez bien, les marchés financiers. Vous avez notamment été directeur général adjoint de la Bred Banque Populaire et président du réseau de courtiers CAFPI. Dans votre dernière publication sur Money Smart, vous dressez un bilan contrasté de l'Union des marchés des capitaux. Alors déjà, c'était quoi l'idée? C'était quoi le plan de départ et pourquoi? Alors, il y avait un objectif intermédiaire et un objectif ultime, disons. L'objectif intermédiaire, c'était d'aplanir le terrain de jeu pour harmoniser les règles de fonctionnement des marchés financiers, de distribution des produits financiers aussi. Et cet objectif-là, on peut dire qu'il a été globalement atteint. Il y a eu beaucoup de choses de faites et c'est très bien, on peut s'en féliciter. En revanche, l'objectif ultime, quand le projet a été présenté en 2014, c'était de réussir à créer un marché unique de l'épargne européenne. L'idée était que ça permettrait d'optimiser l'allocation des capitaux en Europe. On a des pays qui sont très riches en épargne, la France en fait partie. On a d'autres pays qui ont de forts besoins de financement pour leurs entreprises. C'est plutôt l'Europe de l'Est, c'est ça? C'est plutôt des économies plus dynamiques, je pense à la Pologne, des pays comme ça. Et le fait d'unifier le marché des capitaux pourrait effectivement avoir des avantages. Ça, pour le coup, on peut dire que c'est complètement loupé sur le plan juste factuel. Le marché de l'épargne en Europe, ça reste une mosaïque de marchés nationaux. Et à quoi, justement on impute ces difficultés? Alors, il y a beaucoup de raisons. D'abord, le fait que le marché bancaire lui-même est très largement resté un marché disjoint. Il y a encore très peu d'opérations cross-border, on va dire, entre banques européennes. Ensuite, on a des cultures financières d'un pays à l'autre qui sont très différentes. Oui. Aux Pays-Bas, on investit beaucoup en actions. En France, on préfère l'épargne réglementée, etc. C'est des choses qui sont très bien ancrées dans les populations. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. On a la fiscalité qui n'est absolument pas harmonisée et qu'on ne cherche même pas à harmoniser d'ailleurs. Ça ne fait pas partie des objectifs. Donc ça va être très compliqué d'harmoniser l'épargne tant que la fiscalité, elle, ne l'est pas. On a les systèmes de retraite qui sont radicalement différents. On a quelques pays, de nouveau les Pays-Bas, le Danemark, qui ont des systèmes de retraite par capitalisation, et puis des grands pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, qui eux sont toujours sur des systèmes par répartition. Donc ça aussi, ça change complètement la structure de l'épargne. Et puis, on en reparlera peut-être, on a aussi des conflits d'intérêts de nos gouvernants sur ces sujets-là. C'est-à-dire que oui, tout le monde opine du bonnet quand on dit qu'il faut créer un marché unique de l'épargne européenne, mais derrière le rideau, c'est plus compliqué que ça. Alors justement, parlons-en. Quand on réalise que ça signifiera ne plus recycler l'épargne du livret A, par exemple, au sein même de l'économie française et la laisser partir en Pologne, là, nos hommes politiques ont une vision un peu différente du sujet. Donc, bon. Il y a des initiatives d'harmonisation qui ont quand même été faites en 10 ans. On peut penser notamment aux packs législatifs, aux packs réglementaires, tels que MiCA pour les cryptoactifs ou le PSFP pour le crowdfunding. On peut penser aussi aux cadres qui existent pour les LTIF. Ça, justement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà des premiers petits pas? Alors, MiCA ou le crowdfunding, pour moi, ça rentre dans la catégorie du travail d'harmonisation des règles, etc. Donc c'est très bien. En particulier, MiCA, c'est la première réglementation au niveau international pour sécuriser un peu le cadre réglementaire autour des cryptoactifs. C'est très bien. Et d'ailleurs, tout le monde est en train de s'en inspirer, aux États-Unis, en Angleterre, etc.
LTIF, c'est très différent. C'est l'idée d'avoir une sorte de label. Et c'est très bien, c'est une réglementation très positive dans l'esprit. C'est-à-dire que l'Union européenne, la Commission européenne, on va dire, prend les best practices, les meilleures pratiques sur un terrain donné, là en l'occurrence ce sont les fonds de long terme pour la dette privée, le private equity, etc., regarde ce qui se fait de mieux et dit aux acteurs, voilà, si vous remplissez toutes ces cases, si vous respectez toutes les bonnes pratiques, vous pourrez mettre un tampon à LTIF sur votre produit. Ouais. Et ça va évidemment faciliter sa distribution auprès des investisseurs, etc. Mais ça n'interdit pas à un autre acteur de vouloir innover et de sortir un produit qui ne correspond pas au label. Voilà. Donc c'est très bien comme réglementation. Simplement, là où peut-être on a des attentes irréalistes par rapport aux retombées de LTIF, c'est quand j'entends parfois que c'est ça qui va permettre de démocratiser le private equity en Europe. Non, enfin, si on compare les marchés américains et français, marché américain où ces métiers-là de private equity et d'actions non cotées sont beaucoup plus développés, ce qui a permis ce développement, c'est pas de vendre du private equity à Madame Michu, si vous me permettez. C'est en fait l'existence des fonds de pension, qui sont des investisseurs de long terme et qui ont une appétence pour ces produits où les capitaux sont bloqués sur très longue période. Et alors justement, je suis Madame Michu, moi je vois un autre frein, je me dis, je suis un investisseur français, au sein même d'un fonds, je peux avoir la diversification sectorielle, géographique. Quel intérêt j'ai, en tant qu'investisseur français, d'aller chercher un fonds italien, espagnol, polonais quel est l'intérêt finalement ? À travailler avec des asset managers basés dans d'autres pays. Disons que la compétition, c'est toujours bon. Hein, ça fait baisser les frais, ça donne des produits plus compétitifs à la fin. Donc non, je pense que c'est une bonne chose. Et vous, Jonathan, du coup, l'Union des marchés des capitaux en tant que conseiller, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous y voyez des opportunités d'investissement particulières pour vos clients? Alors, une opportunité, ça peut être pertinent, mais ça va l'être pour un client qui a quand même une surface financière assez importante. Parce que là où ça peut faire sens, je trouve, c'est dans le fait de pouvoir cumuler une diversification géographique, sectorielle, avec une diversification d'un gérant, non pas français, mais d'un gérant européen. Mais maintenant, ça va être plus pertinent pour des personnes qui ont quand même une certaine surface financière, comme je le disais. Donc là, oui, ça peut être intéressant. Sinon, j'ai du mal à imaginer vraiment l'intérêt pour le client, même qui a 200, 300, 400, 500 000 euros à placer, voire plus. Il faut vraiment avoir une surface d'investissement assez épaisse. Et pour votre métier, vous pouvez y voir un impact particulier ou pas forcément? Alors l'impact, il peut être sur la réglementation. Clairement, on est déjà assez surmené d'un point de vue conformité. On n'en a pas parlé précédemment, mais voilà. Ben non, je vous avais dit non, alors. Voilà, donc j'en parlerai pas. Par contre, sur l'effet que peut avoir effectivement cette union, c'est effectivement de venir encore plus durcir la réglementation et d'amener une nouvelle lourdeur administrative qui va se cumuler à celle qu'on a déjà. Merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir reçus dans votre espace de coworking. On revient avec plaisir la prochaine fois dès que vous avez vos bureaux. On attend votre invitation. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Vous le savez, habituellement, on fait la conclusion dehors, mais vous ne voyez pas, mais il flotte comme de malade dehors. Donc, on va la faire plutôt ici. Et vous connaissez la chanson, habituellement, on se quitte avec la liste des prochains événements de la GFI où on peut se retrouver. Le prochain, c'est le 21 mars au Cercle de Lyon. Une journée où vous pourrez échanger avec les experts de la gestion de patrimoine. Nous, on se fera un plaisir de vous rencontrer là-bas. D'ici là, on se sera déjà retrouvé pour un nouveau Patrimoine Online. Donc portez-vous bien et je vous dis au mois prochain pour un nouveau Patrimoine Online.